commencer. Bonjour. Dites, je vais faire une vidéo aujourd'hui, mais une vidéo d'opinion, de sensibilité, parce que je suis un peu préoccupé par ce qui se passe. L'extrême droite est en train de monter partout. Mais vous savez, on le savait, hein. Vous savez, c'est de la prévention. Je ne peux pas m'empêcher de ne pas me souvenir d'un courrier que j'ai écrit au président de la République française le 18 novembre 2018, dans lequel je lui parlais de cette fameuse crise sociale et dans laquelle, des gilets jaunes si vous vous souvenez, et pour s'en sortir, il fallait revenir à une théorie des besoins. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une politique économique basée sur l'argent parce que l'argent manque à tout le monde. Et si on ne sait pas trouver de l'argent, eh bien, il faut trouver la bonne volonté, le service, parce qu'en fait, qu'ont besoin les humains? Ils ont besoin de bien manger, de dormir, de rigoler, de rencontrer des gens. Donc ce sont les besoins. Et donc il faut revenir à une théorie des besoins pour satisfaire les gens. L'équation mathématique, celle de salaire, d'argent, ne tient pas le coup. Ne tient pas le coup. Et à un certain moment, il faut assurer les besoins des gens. Et dans ce courrier, j'avais dit que le plus dangereux, j'avais parlé d'Éric Zemmour. Parce que Éric Zemmour ne faisait plus, de toute façon je suis très amateur dans mon travail, Éric Zemmour ne faisait pas de journalisme. Éric Zemmour devenait un propagandiste. Il utilisait le média et il avait plus d'influence qu'un président de la République, puisqu'il parlait à la radio, il développait ses opinions, mais ce sont ses opinions personnelles, ce ne sont pas celles de la France. Celles de la France sont représentées par son président, qui doit savoir où sont les soucis, et ce n'est pas une opinion personnelle d'un individu qui fausse les chiffres, qui fausse les statistiques, qui fausse l'histoire. Et je lui ai dit que, à ce moment-là, dans ce même courrier, que Zemmour était plus dangereux que Soral et que Dieudonné, parce qu'à l'époque on s'attaquait à Dieudonné, mais Dieudonné était un comique et on en faisait un public numéro un. Mais non. Soral était dangereux parce que Soral portait une idéologie de droite qui pouvait inquiéter. Mais bon, ils l'ont bien maté, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce que je veux dire, c'est que c'est de la prévention. Si on sait prévenir, on est en bonne santé. Si on fait attention, on n'a pas d'accident de la route. Et pareil pour la science politique. La science politique est une connaissance. C'est une ingénierie socio-économique. Si on comprend comment elle marche, si on voit ses nœuds sociaux, on sait les dénouer. Donc c'est toute une théorie que je développe depuis de nombreuses années et que j'ai publié dans un livre qui aura du succès certainement le jour où je ne serai plus là. C'est dommage, parce qu'il aurait été bien convenable que je défende ces thèses tant que j'ai la voix, tant que j'ai l'énergie. Malheureusement, bon, j'ai déposé tout ça par écrit et pour le moment, je n'ai aucun retour, aucun intérêt, aucune curiosité. Le président Macron, je lui ai fait un courrier énorme, plusieurs courriers, pas un seul. Aucune attention. Pourtant, il y a de la réflexion, il y a de la maturité, il y a de la culture générale, il y a de la connaissance, il y a de l'analyse. Il n'y avait pas de mal à présenter, à vous inviter pour une présentation. C'est valable pour le président Macron, c'est valable pour l'UNESCO par rapport à Djerba, c'est valable en fin de compte pour tout ce que j'ai fait. Je suis le citoyen qui pense la société et qui n'arrive pas à être entendu parce que je ne figure pas dans l'establishment. Bon, je vais essayer d'éviter de parler du personnel parce que c'est pas le but. Donc ma préoccupation était plutôt dans la politique. Et dans ce courrier, j'avais dit que lui succédera une politique d'extrême droite. Et je suis pas une daguaise, hein, mais je fais de l'analyse. Et quand je vois comment ça évolue, ils vont arriver au pouvoir. Et les Darmanin et tout ça, qu'est-ce qu'ils ont fait comme politique? Ils ont concentré sur l'insécurité, l'anti-mechtitisme, toujours les mêmes sujets, en fait, qui sont le produit de lobbies sociaux.
et on vous met ça sur la table. Ensuite, quand on passe l'actualité, après on n'en parle plus. Et donc, vous mettez sur la table les préoccupations de l'extrême droite. L'extrême droite, elle a 2-3 sujets, les étrangers, les étrangers, les étrangers, et c'est tout. Et donc, vous faites la même chose, mais en fait, vous êtes en train d'analyser sur les mêmes thèmes, au lieu de dire, mais non, tout va bien, ou alors parler avec la vérité. Et des gens comme Darmanin ont développé ces idées, ces inquiétudes, comme quoi ils allaient faire une politique d'extrême droite. Eh bien, quand vous voulez la politique d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen vous l'a dit, prenez la copie originale au lieu de prendre la copie. Ok, prenez l'original au lieu de prendre la copie. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, avant-hier, la droite, l'extrême droite a eu 30%, son discours est banalisé, son mépris est facilité, et tout ça a commencé par Éric Zemmour. Éric Zemmour, en 2018, on n'avait pas prévu qu'il allait faire de la politique, mais il a fait de la politique, on a eu peur. Il a eu 7%, je crois, aux élections présidentielles. C'est énorme. Et en fait, il a dénaturé le métier de journaliste. Un journaliste donne de l'information, donne de l'analyse, mais pas de l'opinion. Si vous voulez avoir des opinions, si vous voulez faire de l'action, alors faites de la politique. La politique, c'est l'action. Le journalisme, c'est l'information. Donc ce sont deux choses différentes. Il faut pas mélanger. Et donc il y a une déontologie et qui n'a pas été respectée. Bon, on a eu chaud avec Zemmour. Il a eu 7%, il a eu 5% aux européennes, et aujourd'hui il a eu 0,7%. C'est pas pour me déplaire. Au moins il est ramené à son niveau et il va se rendre compte que l'anti-machtimac-la-militarisme, d'où il vient pas de la gauche, non, il parle encore de l'islamo-gauchisme, il nous a dénoncé, il a sali une religion, alors que le même Zemmour, on le voit dans un marché en train de bouffer gratuitement des petits macroutes, parce que qui c'est qui est généreux avec lui? Les petits gâteaux arabes, ce qu'on appelle les petits cadeaux arabes, ce sont les petits immigrés algériens qui sont de bon cœur et qui lui donnent à manger, gratuitement, bien sûr, il paye pas, et pour faire sa promotion en plus. Donc un jour il va se rendre compte que l'extrême droite c'est une niche bien précise et il suffit pas non plus de chanter comme ça à l'anti-machtiquelectitisme aussi facilement. C'est très grave, c'est très très dangereux. Enfin bref, ce que je voulais dire, c'est que la France bascule dans l'extrême droite, mais pas que la France. On a eu ça aux États-Unis, on a eu ça au Brésil, on a eu ça avec Meloni en Italie. Mais Meloni est l'extrême droite la plus intelligente parce que c'est une extrême droite fine qui est en train de prendre avec elle l'Union européenne. Donc elle est venue, elle s'entend très bien avec. En plus, il y a rien à faire. Les Italiens et nous, moi je trouve qu'on a des points communs. Je trouve que d'un point de vue culture, moi quand je l'entends parler, j'ai l'impression que c'est Bentouma, j'ai l'impression qu'elle est des miens. Elle a une façon de parler, le ton, je me reconnais beaucoup. Il y a que la langue qui diversifie. Et pour ceux qui ont été en Italie, il y a beaucoup de points communs entre les Tunisiens et les Italiens. Et vous savez que l'Italie, c'était un ensemble d'États. C'est-à-dire que les mentalités sont différentes. À Naples, à Rome, à Napoli, en Sardaigne, en Sicile, etc. En fait, l'Italie, c'est une unité d'État. Et nous avions, à notre époque, les Italiens de Tunisie, nous on a vécu les années 60 et 70, il y en avait beaucoup encore. Et il y a une proximité dans le ton, la passion, l'humour, enfin, c'est mon sentiment. Donc quand je vois Meloni, je me sens, je la vois pas aussi éloignée. Et donc elle est venue chez nous. Elle correspond pas au président froid. Ça va pas. Hassilou, l'extrême droite est en train de passer un peu partout, et aussi en Tunisie. Alors, si les Français, vous voulez faire comme les Tunisiens, enfin, ils sont en train de faire comme les Tunisiens. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils mettent l'incompétence au pouvoir. Ils mettent l'incompétence au pouvoir. Quelqu'un qui n'a jamais gouverné, comme Kais Saïd, qui a passé toute sa vie assistant prof, ça fait rire.
on est assistant 1, 2 ans, et puis après on vole de ses propres ailes. Non, lui, il a fait une carrière d'assistant. Carrière d'assistant. Et il paraît, quelqu'un m'a dit, il a toujours parlé de cette manière. Vous voyez, ce ton qu'il parle, arabisant, pur, etc. Il paraît que c'est sa caractéristique, c'est-à-dire la caractéristique de quelqu'un de taré. Donc vous voulez l'incompétence au pouvoir, vous mettez Bordella, qui n'a jamais travaillé, et qui a 2-3 idées, et puis voilà. Et c'est pareil, nous on a mis Kais Saïd. Vous voulez mettre les racistes, parce que Kais Saïd est un raciste. C'est lui qui a déclenché cette grosse problématique contre les réfugiés. Je ne dis pas qu'il fallait rien faire, mais il faut savoir si c'est un problème ou pas. Je veux dire, dans ces réfugiés africains qui sont en Tunisie, vous pouvez pas les associer à un seul moule. Il y a de tout. Il y a des diplomates, il y a des gens qui veulent vivre ici, il y a des gens qui ont fait des petits restaurants, il y a des gens qui ont fait leur petite vie locale, il y a des gens, il y a même une dame, je vous avais raconté, elle avait fait une crèche d'enfants, dans laquelle elle nous amène un peu de francophonie en Tunisie. Moi, je trouve ça très bien. Et puis il y en a d'autres qui viennent bosser, il y en a d'autres qui veulent brûler, il y en a d'autres, il y a de tout. Donc il faut savoir qui veut rester, qui veut partir, qui veut griller, et à chacun on lui apporte une réponse. C'est-à-dire que si vous voulez griller, il n'y a pas de solution. Alors si vous voulez retourner à votre pays, on peut vous aider. Mais au lieu de ça, il a mis tout le monde dans le même sac, tous les réfugiés dans le même sac. Alors les gens, ils ont paniqué, les gens qui aimaient la Tunisie, qui voulaient y rester, qui voulaient s'investir, qui apprenaient la langue, qui bossaient, qui travaillaient, etc., ben, ils commencent à reculer. Donc le racisme, l'incompétence, il y avait un troisième point concernant... ah oui, la binationalité, voilà. Kais Saïd veut interdire la binationalité. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus tunisien, c'est fini. Je suis plus tunisien en Tunisie, et voilà, qu'est-ce qui me reste? C'est-à-dire, vous savez, en tant que citoyen européen, on ne réussit pas toujours. Hein. Ouais, d'abord, c'est très difficile. Moi, je me sens tunisien, et si j'ai envie de bosser, c'est pour la Tunisie. Mais en Tunisie, on va me reprocher ma francophonie, on va me reprocher mes origines diverses, on va me reprocher je sais pas trop quoi. Bon... Je trouve ça injuste, je trouve ça illégal, je trouve ça... c'est pas bien. Eh bien, la question de la binationalité a été évoquée par les ministres, les futurs ministres, les futurs ministres de Bordella. Les futurs ministres, dans des postes stratégiques. Stratégique, c'est quoi stratégique? C'est quoi stratégique? Vous savez, les Français ont tous une origine d'ailleurs. Et tout individu peut avoir une sympathie pour un pays. On peut être français, avoir une sympathie pour le Niger, j'en ai rencontré. Il y en a d'autres qui, voilà, qui aiment une autre nation. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Ils portent carrément le drapeau d'une autre nation. Bon, je trouve ça impudique, mais ils le font, ils font des manifestations. Allez, vous les voyez, c'est clair. Enfin, deux principaux pays, essentiellement Israël et l'Algérie. Leur drapeau, là, c'est quelque chose, ça vaut une... c'est incroyable. Ces gens-là, ils sont toujours à déballer leur drapeau. Mais on est en France, on est en Europe. On n'a pas besoin de... Il y a une pudeur quand même quelque part. Mais non, eux, ils sont toujours en train de s'afficher et d'afficher leur appartenance comme s'ils étaient dans un stade de foot. Donc la France est en train de suivre les pas de la Tunisie. Oui, pour le racisme, pour l'incompétence, contre la binationalité, et tout ça c'est en cours. Alors quoi d'autre? Israël. Israël, pourquoi est-ce qu'elle est aimée par l'extrême droite? Parce qu'elle veut exterminer les Arabes. Elle ne peut pas exterminer les Arabes, donc elle s'en prend d'abord aux Palestiniens. Elle veut les exterminer. D'une manière ou d'une autre, mais c'est vraiment de l'extermination. Il faut les foutre dehors. Il faut qu'ils crèvent. Sous les bombes, sous le feu, sous la famine, on leur coupe l'eau, tout, n'importe quoi. C'est vraiment la réalité. C'est vraiment la réalité. Ils le disent pas, parce que ça ne se dit pas. Mais il y a que les Israéliens qui peuvent le dire. Personne d'autre ne peut le dire. Mais il y a des Israéliens courageux qui le disent. Donc ils essayent, par tous les moyens.
Alors, qu'est-ce qu'il y a encore dans l'extrême droite? La Tunisie. Ah oui, l'Égypte. L'Égypte, on n'en parle pas, l'Égypte. Ils sont dans des camions. Quand ils trouvent un noir, regardez, hein, ils roulent en camion, ils voient un noir, ils l'arrêtent. Ils vérifient. Si c'est un Soudanais, frontière. Tu ne restes pas dans la cité du Caire, tu ne restes pas en Égypte. Directement. Ils les envoient. Et dans ces noirs, il y a des Soudanais aisés qui ont fui le pays parce qu'il y a une guerre. Donc ils se sentent une certaine proximité culturelle avec l'Égypte. Donc ils arrivent en Égypte et ils payent de l'argent. Ils reçoivent de l'argent de l'étranger. Ils ne peuvent plus recevoir de l'argent étranger. Mais attends, alors comment est-ce qu'ils vont vivre? L'Égypte est dégueulasse en ce moment. Mais personne n'en parle. Les réfugiés soudanais, on les prend, on les renvoie dans le désert, on les empêche de travailler, on les empêche de recevoir de l'argent, parce qu'il y a des bourgeois soudanais qui ont les moyens de vivre et préfèrent vivre en Égypte en attendant la fin de la guerre. Mais même ceux-là ne peuvent plus, parce qu'ils reçoivent de l'argent de l'Amérique, ils reçoivent de l'argent d'Europe, ils ne peuvent recevoir de l'argent que les Égyptiens ou ceux qui ont des papiers légaux. Et donc on les coupe dans leur vitalité. Et qu'est-ce qui se passe avec les Soudanais aujourd'hui? Ils se réfugient chez eux, ils ne sortent plus de chez eux. Vous vous rendez compte que vous avez une famille, il est où Mohamed? Ah, Mohamed a été repêché dans la rue, parce que le pauvre, il travaillait ou il cherchait du travail. La police l'a arrêté, l'a renvoyé sous les campements. Sa mère et sa sœur sont à la maison. Il ramenait 2-3 sous pour vivre, il ramenait 2-3 fruits, 2-3 légumes pour pouvoir manger. Maintenant, il ne peut même plus ramener ça. Donc, que fait la mère et sa fille? Elles sont là, bloquées en Égypte. Je dis ça parce que moi, j'ai une famille soudanaise, donc j'ai des échos. J'imagine que Gaza, c'est pire. J'imagine qu'à Gaza, c'est pire. Il faut aussi avoir de la famille sur place. Or, personne ne rentre à Gaza. Ni journaliste, ni témoin, ni rien. Donc, vous voyez, l'extrême droite, voilà, les témoignages vont aller en France. Aujourd'hui, qui veut aller passer ses vacances en France, de moins en moins. Il y a une inquiétude, même des Européens. Il y a une mauvaise ambiance. Il y a une mauvaise atmosphère. L'extrême droite amène les gens n'ont pas envie d'aller en France. On va pour se détendre, on va pas dans un pays d'anxiété, dans un pays qui ne cesse d'accuser les étrangers et qui vote à 32%. Et l'extrême droite est habile. Ils sont en train de vous dire, on ne pourra pas gouverner si vous ne nous donnez pas la majorité. Donc les Français qui veulent être pragmatiques, ils vont se dire, bon, écoutez, il faut leur donner les moyens de la politique. Comment ça se fait? On va avoir un gouvernement qui est incapable de gouverner? Non. Et donc ils vont, par pratique, ils vont dire, ben voilà, on va les essayer, on va leur donner les moyens pour qu'ils réussissent. Mais ils vont foirer, ça c'est clair. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et j'ai commencé par parler de Zemmour. Et c'est vrai que c'est Zemmour qui a commencé. C'est vraiment une trahison, parce que c'est un Nord-Africain, ce mec-là. Et donc il a tapé contre ses cousins. Bon. Et il va réaliser très vite que veut dire l'antisémitisme. Laissez-lui un peu de temps et il va comprendre. Le racisme, il va comprendre ce que c'est que... Donc j'ai commencé par lui, c'est lui qui a libéré la parole. Il y en a un autre aussi, c'est Messiha, l'Égyptien. Vous savez, dans un de mes posts, j'ai parlé de syndrome zémourien. Le syndrome zémourien, qu'est-ce que c'est que le syndrome zémourien que l'on retrouve chez Messiha, Jean Messiha? C'est en fait le fait de rejeter ou d'être raciste avec ses origines pour se croire mieux intégré à la société. Et donc c'est ce qui se passe avec le troupion là, de Zemmour, en croyant s'intégrer, en attaquant les gens de son origine. Pareil pour Messiha. Mais si l'extrême droite est là, mon cher Messiha,
Ils vont s'arranger pour te retirer ta nationalité. Ils n'ont pas besoin de gens comme toi. En plus, t'es impudique, t'es impoli, t'es comment dire, colérique, c'est pas. Eh ben, je me demande même de quoi tu vis, hein. Tu te prétends être chercheur, mais j'ai rien vu de. Il a peut-être un titre d'universitaire, mais je crois qu'il ne fait rien de sa vie. Donc un jour, on va gratter dans tout ça, et on va se dire, mais qu'est-ce que vous faites, bonhomme, là? Et donc, ces gens-là sont racistes à l'égard d'eux-mêmes pour se croire mieux intégrés dans la société. C'est courant comme attitude, c'est courant. Psychologiquement, je crois que c'est l'attitude d'un syndrome, comme le syndrome de Stockholm, où vous avez pitié pour la personne qui vous enlève, comme le syndrome de l'aliénation, dans laquelle vous vous retrouvez étranger par rapport à quelque chose. Et là, le syndrome zemmourien, je crois qu'il a son intérêt, avec le symptôme même d'Éric Zemmour. Voilà. Donc, il a contribué beaucoup à ce mépris, et ce mépris s'est détourné contre la religion. Et là, ça commence à être préoccupant. Je trouve qu'on tape beaucoup contre l'islam, et l'islam peaceful, paisible, il ne dit rien, il ne répond pas. L'islam ne répond pas. Parce que les gens ne comprennent pas l'islam. Et moi, je vais parler de l'islam. Peut-être pas aujourd'hui, mais je vais vous parler de l'islam. Je vais vous parler de l'islam. L'islam, vous savez, c'est venu d'Arabie, et l'Arabie est entre le monde oriental et le monde méditerranéen. Le monde méditerranéen, il est, comment dire, polythéiste ou monothéiste, et le monde oriental n'a pas de Dieu, il a le nirvana, l'idée d'un objectif de vie. Et le nirvana, c'est le bonheur. Eh bien, l'islam a cette racine asiatique où l'on cherche l'islam. Le nirvana, c'est l'islam, c'est la paix. C'est à la fois une recherche de paix intérieure et une recherche de paix extérieure. Et on vous donne les éléments pour arriver à cela. Donc il ne faut pas se tromper. C'est vrai qu'il y a des propagandistes qui veulent vous imposer des choses, mais l'islam en lui-même n'impose rien. Il y a un droit islamique qui s'inspire de la philosophie islamique, mais ce n'est pas l'islam. L'islam, c'est le Coran. Le Coran, c'est quoi? C'est le mot iqra, c'est-à-dire lis. Lis ce livre, mais lis d'autres livres. C'est le côté éducation, c'est faire un pas en plus. Donc pour s'améliorer dans, comment dire en français, il y a un mot, l'amélioration de soi, c'est un mot chrétien qui, je ne l'ai pas en tête maintenant, c'est l'épanouissement de sa personne. Eh bien l'islam est basé sur le principe de l'épanouissement de la personne. Donc c'est une religion individuelle. Et donc par rapport à tout ce mal que l'on dit sur l'islam, eux ne disent rien, ils vont prier parce que ça apaise, mais à partir du moment où vous dictez des comportements, ce n'est plus l'islam. Et c'est ça qui dérange. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui instrumentalisent l'islam et qui vous disent, oui, l'islam, tu dois... Mais non, le Coran n'interdit rien. Le Coran n'interdit rien. Même pour le pinard, il te dit, eshtaneb, c'est-à-dire évite ceci, évite cela. Il t'oblige pas. Maintenant, tu veux manger, tu manges, ça te regarde. Mais il te demande un peu de pudeur, un peu de respect des autres. Donc, ce sont des principes de vie. Et donc, tout ça, c'est le fait de la religion musulmane. Bon, il faut que je fasse une page entière pour parler de l'islam. Et voilà. Et on tape beaucoup contre l'islam. On tape beaucoup. Et l'islam ne répond pas. Le gars qui se fait insulter, il va méditer un tout petit peu, il va prier, et il va s'apaiser, mais c'est pas bon, parce que je veux dire, bon, je ne demande pas non plus à l'islam de parler, parce que là encore, est-ce qu'on aura des gens qui seraient capables de bien expliquer, c'est pas évident non plus, hein. Donc ils font le choix de ne pas répondre, mais ça nourrit une impression générale, ça nourrit la rumeur, ça nourrit beaucoup de mépris contre cette religion, et il y a des gens qui disent
des grands auteurs de la littérature qui osent dire que c'est une religion imbécile ou une religion. Mais qu'est-ce que vous en connaissez? C'est quand vous avez le fameux Onfray, là j'en ai parlé la dernière fois, on lui demande comme ça de pondre une page sur l'islam. Par image, je lui donne un droit de pondre une page sur l'islam. Mais de quelle spécialité tu es? Parce que ce gars, il a tapé contre le christianisme, mais bon, il a été élevé dans la culture chrétienne. Donc c'est toute sa vie, donc il se met à un certain moment à rejeter les inconvénients du christianisme. Mais ça le concerne, ça le regarde. Mais en rien il n'a à voir avec l'islam. Il n'a aucune éducation islamique. Il ne sait pas ce que c'est.